positif des entreprises. Quelles sont finalement en quelque sorte les entreprises qui seront capables de relever ces défis? Nous verrons enfin comment Sycomore et Mirova mettent en œuvre l'investissement responsable dans leurs solutions, en particulier à travers deux fonds que sont Happy at Work, géré par Sycomore, et Mirova Europe Environnement Equity, géré par Mirova. À l'issue de notre présentation, nous permettrons effectivement de vous soumettre un sondage pour nous aider dans l'organisation de ce type de manifestation. Et bien entendu, nous répondrons à l'ensemble de vos questions que vous pouvez poser d'ores et déjà à travers le chat sur l'applicatif Zoom. Je vous souhaite de passer un bon moment, qu'on espère instructif et pédagogique dans le domaine de l'investissement durable. Et je laisse donc tout de suite la parole à Olivier, Société Sycomore. Merci Olivier. Bien, merci Nicolas. Donc, juste en 2 mots pour vous resituer Sycomore Asset Management. On est une société qui existe depuis 20 ans. On va fêter nos 20 ans au mois de septembre. Et ça fait plus de 10 ans maintenant chez Sycomore que nous avons adopté une démarche d'investisseur responsable. Et notre tout premier fonds labellisé ISR l'a été dès 2011. Donc justement, c'est vrai que dans cette finance responsable, il y a beaucoup d'acronymes. ISR, investissement socialement responsable. Je vous propose tout de suite de voir justement ces différents acronymes pour que voilà, le jargon de l'investisseur responsable vous soit complètement familier. Donc, Nicolas, si tu veux bien passer peut-être la slide suivante. Merci. Donc, voilà, en fait, dans les différents acronymes que l'on a, on a par exemple, vous entendez souvent parler des ODD peut-être, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont au nombre de 17 et qui correspondent à des objectifs que se sont fixés les Nations Unies, par exemple réduire la faim dans le monde, extinction de la pauvreté, égalité, équité entre les sexes, une éducation pour tous. Et donc, c'est en répondant à ces ODD, en ayant un comportement citoyen, en ayant un comportement responsable, que l'entreprise va faire du développement durable. Et quand une entreprise fait du développement durable, ça veut dire qu'elle va œuvrer pour une économie qui va répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels nous sommes confrontés. Et donc, nous, société de gestion, pour faire de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, il faut que nous investissions dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques de développement durable. Et donc, pour trouver ces sociétés, comment l'on fait? Eh bien, on va éplucher le rapport RSE de l'entreprise. Le rapport RSE, c'est son rapport, c'est le rapport social de l'entreprise où elle va communiquer sur une multitude de critères. Quelles sont ses émissions de gaz à effet de serre? Quelles sont les heures de formation données à ses salariés? Quel est son taux de turnover? Il y a différentes choses comme ça qui vont être disponibles dans ce rapport et qui ne sont pas forcément des données financières. Ça va être des données justement qu'on va qualifier de extra-financières et qu'on va regarder de très près quand on veut faire de l'investissement responsable. Et notamment, donc, dans ces données extra-financières, on va regarder 3 piliers qui sont très importants, qui sont les critères extra-financiers ESG. Vous avez peut-être entendu parler de finance ESG. La finance ESG, c'est quand on fait en fait attention aux critères de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et ces 3 critères ne sont pas des critères financiers purs, c'est vraiment des critères qui viennent compléter l'analyse de la société. Donc, avant d'investir dans une société, parce qu'on est quand même aussi là, évidemment, pour vous offrir un bon retour sur investissement, on va regarder les critères financiers de l'entreprise. Et à partir du moment où on va être dans une société dans laquelle on croit en son chiffre d'affaires, on croit en sa capacité à générer des résultats, à créer de la richesse, on va également regarder ces fameux critères extra-financiers, donc ESG, pour être sûr qu'on est bien dans une entreprise qui fait du développement durable et que nous sommes des investisseurs socialement responsables. Donc, je résume, pour faire de l'ISR, il faut investir dans les entreprises qui font du DD, développement durable, et qui prennent en compte les critères ESG que vous trouvez dans leur rapport RSE.
Bon, maintenant, tous ces termes sont familiers pour vous. Je vous propose de regarder quelles sont les différentes façons maintenant de faire notre gestion ISR. La première, qui est la plus connue, qui est la plus fréquente en France, c'est ce qu'on appelle, alors désolé pour ces nombreux anglicismes du monde de la finance, c'est ce qu'on appelle la gestion best in class. En fait, dans cette gestion, les gérants qui pratiquent cette gestion vont prendre le meilleur élève de la classe, ou si j'ose dire plutôt, on va dire le moins pire. C'est-à-dire que vous êtes sur une gestion qui va être benchmarkée, c'est une gestion qui est indicielle. Les gens qui pratiquent cette gestion suivent un indice. Et à partir du moment où je dis n'importe quoi, mais si je prends un indice mondial où, par exemple, j'aurais 10% de valeur pétrolière à l'intérieur, avec ExxonMobil, avec British Petroleum, avec Shell, avec Total. Si ces 4 majors pétrolières représentent 10% de l'indice, la gestion best in class va dire c'est Total qui est le pétrolier qui pollue le moins, qui a fait le plus d'efforts. Donc, moi, je vais mettre mes 10% de valeur pétrolière comme l'indice, tout dans Total. Je mets tout sur finalement le meilleur élève de la classe ou le moins pire. Nous, ce n'est pas ce que l'on fait chez Sycomore. Nous, on va faire la gestion de conviction, qui est tout en haut à gauche, où on va être capable d'exclure totalement un secteur parce qu'on pense qu'il n'est pas en adéquation avec justement nos valeurs d'investisseurs responsables. Et c'est le cas donc chez Sycomore, où par exemple, dans beaucoup de fonds, on exclut complètement tous les pétroliers qui ont plus de 85% aujourd'hui de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats qui sont générés à partir d'extraction d'énergie fossile. Et donc, quand on va faire cette gestion de conviction, on va faire en même temps une gestion par exclusion. On va pouvoir exclure complètement des secteurs. Alors, évidemment, on exclut tout ce qui est armement, donc beaucoup d'énergie fossile, tabac, pornographie. On va exclure dès qu'une société n'est pas en adéquation sur l'environnement, également des sociétés qui pollueraient trop. Tout ça va être exclu. Et on va être encore plus restrictif sur des fonds thématiques. On trouve que c'est une bonne idée aussi d'adresser nos investissements aux investisseurs par thématique. Comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous mettez votre argent. Et par exemple, quand on est sur un fonds, et Dimitri vous en parlera plus en détail après, mais sur un fonds qui est sur la transition écologique ou énergétique, évidemment, on va drastiquement sortir tout ce qui est lié au nucléaire, l'industrie pétrolière et autres. On va avoir chez Sycomore plusieurs gestions thématiques sur la transition écologique, sur le bien-être au travail, que je développerai juste après. Et on a lancé des nouveaux fonds sur la technologie, technologie responsable. Et on vient de lancer là des nouveaux fonds aussi sur l'éducation, sur l'emploi. La gestion thématique est quelque chose en quel on croit beaucoup pour faire la gestion responsable. Et puis, évidemment, pour vous, investisseurs, un moyen de commencer de vous repérer dans cette gestion responsable, c'est de faire confiance au label. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est déjà un premier pas. Et je laisse tout de suite le soin à mon ami Dimitri de vous détailler un petit peu plus les différents labels en matière d'investissement responsable. Un grand merci Olivier, un grand merci effectivement à CG Finance pour cette belle réunion, cette belle conférence digitale. Avant de passer au label, je vais peut-être juste revenir effectivement sur ce principe d'exclusion qui me semble non seulement capital, mais nous sommes en finance, en gestion active, obligatoirement obligés de le regarder. Ça va être vraiment ce processus qui va permettre, avant la sélection des titres, avant d'investir dans des sociétés, d'exclure certains titres, voire même d'exclure certains segments. Donc, comme Sycomore chez Mirova, effectivement, on va travailler plutôt sur une approche best in universe, puisque nous avons une des plus grandes équipes, notamment d'analystes d'Europe. Donc, avant de passer à la gestion, on va travailler sur l'analyse de secteur et l'analyse de société, puisqu'aujourd'hui, dans le monde de la finance et dans le monde de la gestion d'actifs, il faut savoir qu'à peu près 80% des sociétés se servent de 90% de la data ESG, donc de la data environnementale, sociale et de gouvernance qu'il y a sur le marché. Et ce sont ces 10% qui peuvent faire la différence
au travers d'analystes qui vont pas se contenter d'analyser des données, de la data, mais qui vont plutôt aller faire ce qu'on appelle du stock picking et qui vont aller rencontrer la gouvernance des sociétés dans lesquelles ils investissent, qui vont aller rencontrer la R&D, qui vont rencontrer le top management, qui vont rencontrer les ingénieurs. Et ça va nous permettre effectivement de travailler sur un process d'analyse et derrière d'investissement de gestion qui va être un peu plus développé. Ce qu'on fait aussi, c'est de la gestion thématique. Donc, l'idée, c'est de vraiment définir un univers. Je parlerai tout à l'heure de l'environnement, mais ces analystes nous permettent aussi de définir cet univers thématique avec des exclusions. Donc là, plutôt que travailler sur l'exclusion d'un univers, on va travailler sur un secteur, voire même sur des catégories de sociétés qu'on va laisser de côté pour travailler sur un univers, je dirais, de société investissable qui va nous sembler opportun, intéressant et surtout bien diversifié, puisque ça, c'est la clé, qu'on soit sur une gestion classique ou une gestion ESG, la diversification reste clairement un des moteurs de performance et un des vecteurs qui nous permet de faire baisser notamment l'approche de risque. Donc effectivement, on va travailler sur ces deux angles, une approche plutôt globale, une approche plutôt sectorielle, avec ce travail d'analyse bien évidemment en amont. Alors si on passe sur la prochaine slide, effectivement c'est intéressant, c'est très difficile aujourd'hui et je trouve que des conseillers en gestion de patrimoine, notamment CG Finance, le font bien. C'est très difficile de voir où l'on va, notamment au niveau de la réglementation. Quelles sont les sociétés de gestion, quels sont les fonds qui respectent vraiment ces principes d'exclusion du nucléaire, du charbon, du pétrole, de l'armement, du jeu. Comment être sûr finalement que ces gestions sont réellement pures. Donc les labels sont une des réponses, vont pouvoir nous aider, notamment le label ISR qui est aujourd'hui le plus connu, qui est assez récent, qui a été créé en 2016, qui est un label étatique délivré par le ministère de l'économie et des finances, donc relativement sérieux. C'est certainement aujourd'hui le label qui englobe tous les autres. Donc, quand on est, finalement, je vais parler aussi du Greenfin, de Finansol et du label Relance. Quand on est l'un de ces trois labels, on est quasiment et mécaniquement, je dirais, ISR. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les assureurs, toutes les plateformes de la place, toutes les enveloppes fiscales intègrent une multitude de fonds ISR. Et c'est assez difficile, effectivement, pour vous de vraiment voir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Le label Greenfin va nous permettre, typiquement, si on veut travailler sur le E de ESG, donc plutôt sur la thématique de l'environnement, va être un filtre et surtout un gage de pureté ultra intéressant, puisque le label Greenfin, pareil, est relativement récent, mais surtout est délivré par le ministère de la Transition écologique. Donc, Olivier pourra le dire, je peux vous dire que c'est relativement sérieux. Ce sont les équipes du ministre qui débarquent au sein de la société de gestion, qui demande à sortir certains dossiers et qui va vraiment délivrer, qui va mettre son tampon et qui va délivrer ce label. Donc ça, c'est un label qui va donner une certaine, je le disais, pureté, mais au-delà de ça, une certitude qu'on va bien acheter des sociétés qui vont participer à la transition écologique et énergétique. Donc des sociétés qui vont vraiment aider ces secteurs-là. Le label fait état de 75% obligatoirement de sociétés de ce type-là et 25% de sociétés qui plutôt vont avoir des bonnes pratiques environnementales. Donc là, on ne va pas forcément toucher à l'environnement, mais on va le respecter et on va l'aider. Donc le Greenfin, vraiment, n'hésitez pas à vous y intéresser. Seulement 8 fonds actions sur le marché français. Donc quand on compare notamment au label ISR, où on a plus de 350 OPCVM actions, on peut dire que le choix est relativement restreint. Un autre label relativement intéressant, c'est Finansol. C'est certainement le plus ancien des labels, qui a été créé en 97. Là, on est vraiment sur de la finance solidaire qui va notamment aider les activités qui génèrent, en tout cas génératrices d'utilité sociale et ou environnementale. Tout ce qui va être en soutien à l'agriculture biologique, aux énergies renouvelables ou alors à l'entrepreneuriat. Donc, on est vraiment sur un label qui n'a jamais été trop développé, mais qui donne une certaine maturité dans des sociétés qui vont être d'utilité publique. Et le dernier, le plus récent, qui a été créé sous l'impulsion pareil du ministère de l'économie, plutôt dans le cadre alors un tout petit peu avant, mais accéléré dans le cadre de la crise du Covid, pour aider notamment les petites entreprises, donc ce qu'on appelle nous dans le jargon les PME, les entreprises ETI, qui va permettre effectivement d'aider notamment
à la capitalisation, à l'investissement, à la progression de leurs fonds propres pour pouvoir développer leur business. Pour certaines d'entre elles, survivre, et puis pour d'autres, accélérer le développement. Donc là, on est vraiment au cœur de l'économie, on est proche des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et c'est quelque chose qui parle souvent bien comment dirais-je, aux investisseurs finaux. Donc voilà un panel de ce qui se fait aujourd'hui en finance et des labels. Donc c'est relativement intéressant parce qu'on a un cadre, une nouvelle réglementation est en train d'arriver, hein, qu'on appelle SFDR, qui va mettre un petit peu d'élan à tout ça et qui va reclassifier quelque part la pureté et les processus de gestion en faveur de l'ESG. Mais on a quelque chose aujourd'hui qui est relativement cadré, puis je pense qu'il faut tout simplement faire confiance à des professionnels dans ces métiers, donc les sociétés de gestion que nous représentons, puis les conseillers en gestion de patrimoine, de fortune, avec CG Finance. La prochaine slide, c'est une slide que j'affectionne tout particulièrement. Alors, je ne vais pas revenir sur les ODD qu'a développé Olivier. En revanche, ce qui est intéressant, je pense que dans le panel et dans l'auditoire, il doit y avoir des chefs d'entreprise. C'est très difficile aujourd'hui d'analyser, de mesurer l'impact que l'on peut avoir au sein des entreprises, ou alors tout simplement que nos positions ont au sein même des actifs dans lesquels on peut investir. Et il y a plusieurs façons de mesurer cet impact-là. Alors oui, il y a les objectifs de développement durable qui ont été votés, déterminés par les Nations Unies en 2015, qui sont des pistes qualitatives et quantitatives, puisque ça peut être compliqué de mesurer effectivement la pauvreté, la faim dans le monde, la santé, le bien-être, l'éducation. En revanche, il y a des choses qu'on va pouvoir mesurer qui sont souvent liées au climat, qui est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, on en entend de plus en plus parler. Chez Mirova, on travaille sur des scénarios de réchauffement climatique. D'ailleurs, les accords de Paris sur le climat qu'avait en tout cas, il y avait une petite polémique avec Trump qui les avait quittés. On voit que Biden y revient, mais travaille sur un scénario de réchauffement plutôt à 2 degrés. La planète se réchauffe naturellement à 3 degrés. Chez Mirova, on travaille plutôt sur un scénario à 1,5 degré. Donc, on est capable, effectivement, avec un partenariat avec une société qui s'appelle Carbone 4, dont c'est le métier, de mesurer l'empreinte carbone des sociétés que l'on va acheter. Et quand on regarde une écart, pour vous aider à matérialiser l'écart que ça peut donner dans le monde ou sur la biodiversité, un écart de 0,5 degré, donc entre un scénario à 1,5 degré et un scénario à 2 degrés, on va se rendre compte qu'il va y avoir énormément d'impact, notamment sur, ça peut être 10 cm sur le niveau de la mer et des océans, ce qui va toucher 10 millions de personnes, 10 millions au niveau des populations, voire même la protection de 30% de tout le massif corallien. Donc vraiment des éléments tangibles, mesurables que l'on va pouvoir répercuter. Un indicateur également, ça peut être sur la mixité homme-femme, c'est-à-dire tous les indicateurs que l'on a aujourd'hui en entreprise, sur la différence de salaire, sur la différence du staff en volume entre les hommes et les femmes. On va pouvoir mesurer également très rapidement et bientôt, j'espère pouvoir en parler, des éléments sur la biodiversité, sur la faune et la flore, par exemple. Donc voilà, on va essayer de travailler sur ces nouveaux territoires, je dirais, d'impact et sur cette mesurabilité d'impact afin d'avoir des gestions finalement de plus en plus pures. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'environnement. Et puis, il y a un autre indicateur, et ça sera une excellente transition pour la stratégie, pour le fonds dont Olivier, dont Sycomore est l'un des pionniers, je pense. C'est tout simplement la création d'emplois, la création, l'insertion, tout ce qui va toucher effectivement à l'approche sociale, qui est mesurable, qui est qualifiable et qui est finalement assez remarquable en finance. Olivier, je te laisse peut-être le mettre en exergue. Oui, merci Dimitri. C'est vrai que chez Sycomore, dans notre pratique d'investisseurs responsables, on a une attention toute particulière sur le E, des fameux critères E, S, G. Et donc, évidemment, je me suis trompé. Le E, je le laisse à Dimitri, même si on s'occupe de l'environnement avec un fonds sur la transition écologique et énergétique. Mais c'est sur le S, sur le social, qu'on a plusieurs fonds, puisque je vous le disais, on a un fonds donc, sur l'emploi,
un fonds sur l'éducation, un fonds sur l'impact sociétal des entreprises, et puis un fonds que je vais vous développer un petit peu sur le bien-être au travail. Le titre parle de lui-même, hein, pas besoin d'avoir fait 10 ans d'anglais pour comprendre. Sycomore Happy at Work, on va investir dans les sociétés qui font particulièrement attention au bien-être au travail de leurs salariés, parce que c'est un élément très important de la création de richesse des entreprises. Le capital humain est, selon nous, la plus belle richesse d'une entreprise. Une entreprise n'est rien sans ses salariés, c'est même plus important que la marque. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont compris qu'il fallait faire attention à son capital humain en retirent en général un bon retour sur investissement. Et en plus, vous créez cet enrichissement dans des conditions de travail pour les familles, pour les salariés qui sont optimum. Donc le fonds qui adresse ce critère S sur le bien-être au travail, donc s'appelle Sycomore Happy at Work. Il a été créé en 2015, donc on a une certaine expertise d'un petit peu plus de 5 ans maintenant. Le fonds a 3 labels que vous voyez à l'écran. Donc le label français ISR décerné par le ministère des Finances dont parlait Dimitri, mais on a également reçu le label belge et le label allemand. Il y aura sans doute un jour une harmonisation au niveau européen des labels, mais elle est en cours, mais pas encore effective. Et donc voilà, aujourd'hui, on a le label dans 3 pays. On est sur un fonds action, donc avec un risque que vous voyez de 6 sur 7, parce qu'on est malgré tout soumis au marché financier. Même si vous allez le voir, le fait d'être un investisseur responsable fait qu'on est un petit peu moins volatile. Ça veut dire qu'on fait un peu moins le yo-yo que les indices. Alors, pourquoi avoir fait ce fonds? Parce qu'on s'est rendu compte que le mal-être au travail a un réel coût pour l'économie. C'est plutôt aux États-Unis qu'il y a eu des études sur ce sujet. Et on voit que sur l'économie américaine, ça coûte environ 450 milliards de dollars par an. Donc, c'est colossal. Et donc, inversement, on le voit sur la droite de la diapositive, le fait d'avoir des salariés heureux au travail, vous avez des gens qui sont moins absents, vous avez moins d'accidents du travail, vous avez moins de turnover dans votre entreprise et vous avez des salariés plus productifs, plus créatifs. Bref, vous créez plus de croissance, vous créez plus de richesse au sein de votre entreprise à partir du moment où vous avez fait attention à votre capital humain. Donc, on peut passer la slide suivante. Donc, nous, on a créé une métrique propre en interne pour déceler les sociétés qui avaient les meilleures pratiques en conditions de travail. Et donc, en fait, on va faire particulièrement attention à ce que les gens qui travaillent trouvent du sens dans leur job, aient de l'autonomie et des compétences avec des formations régulières et des bonnes relations entre les collègues et qu'il y ait une équité qui soit maintenue au sein de la société, que ce soit entre hommes et femmes. On fait attention à ce que des hommes soient dans les top management et qu'il y ait pas trop d'écart. On vote souvent en assemblée générale contre des résolutions de salaires exorbitants de top managers par rapport au salaire moyen de l'entreprise. Et on vote pour qu'il y ait des caps, que le salaire du PDG ne soit pas plus de 10-15 fois le salaire moyen de l'entreprise, par exemple. Et donc, on peut passer sur la slide suivante. Est-ce que ça marche, le fait d'investir dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques? La réponse est oui. Et je vous ai pris un exemple assez parlant, très récent, qui a eu lieu l'année dernière en pleine crise de la pandémie de la Covid-19. Je vous ai mis là 2 entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, qui font exactement la même chose, Zalando et Boohoo. Donc, sur Zalando et Boohoo, on est vraiment dans la vente par Internet de sacs à main, de chaussures. Ce sont souvent des sites appréciés de ces dames. Et donc, les 2 entreprises ont été confrontées à la même problématique lorsque l'économie s'est quasiment arrêtée partout dans le monde à cause des différents confinements, afflux de commandes sur Internet. Et donc là, vous avez eu 2 réactions différentes des managements. Chez Zalando, je caricature un petit peu, mais on a donné des primes aux employés. Il y a eu tout de suite du gel hydroalcoolique pour qu'ils soient dans des conditions de travail optimum. On a eu un paiement des heures supplémentaires. Enfin bref,
tout a été fait pour que les salariés de Zalando aient envie de bien travailler et travaillent bien. Et inversement, chez Boohoo, ça a été plutôt une gestion du capital humain un petit peu plus dure, où les employés n'ont pas forcément eu de prime, on les a contraints à venir travailler dans des conditions qui n'étaient pas toujours optimum au niveau conditions sanitaires. Il y a eu du coup de l'absentéisme, ils ont eu plus de mal à honorer leurs commandes. Voilà, ça s'est un peu moins bien passé. Résultat des courses, vous avez Zalando qui a augmenté ses commandes, qui a augmenté son chiffre d'affaires, qui a augmenté ses résultats et qui a eu des clients satisfaits. Boo a augmenté un peu son chiffre d'affaires, mais dans une moindre mesure. Les clients n'ont pas toujours été satisfaits, toutes les commandes n'ont pas pu être honorées. Résultat, sur les cours de bourse des deux entreprises, vous le voyez, Zalando a doublé sur un an, plus de 100% de performance, alors que la gestion de Boo, encore une fois, dans le même secteur d'activité, sur le capital humain, a fait que la performance boursière a été moindre. C'est peut-être pas que ça qui a fait le cours de bourse. En tout cas, ça y a contribué et vous l'avez compris, nous chez Sycomore, on était investis sur Zalando. Et donc, on a plusieurs, et c'est l'avantage de cette thématique d'investissement, le bien-être au travail, c'est qu'on ne va pas s'enfermer dans un secteur de l'économie. On peut être heureux au travail dans diverses entreprises. Donc, ça peut être dans des entreprises financières comme Intesa Sanpaolo, une banque italienne, ou AXA. On peut être heureux au travail dans l'univers de l'industrie, comme chez Air Liquide, par exemple. On peut être dans l'univers de l'automobile chez Ferrari. Et on a aussi beaucoup de sociétés du digital, des sociétés technologiques comme Microsoft, SAP ou Dassault Systèmes, TeamViewer, qui sont des sociétés qui sont obligées d'avoir des bonnes conditions de travail pour leurs salariés pour attirer les meilleurs talents, les meilleurs ingénieurs informatiques, sachant qu'on est sur un secteur où c'est toujours un petit peu tendu. Mais ce qui est bien, si vous le voyez là au travers de différents logos de sociétés qu'on a pu avoir en portefeuille, c'est qu'on va avoir un univers d'investissement très large qui ne nous enferme pas dans un secteur d'entreprise, mais sur tous ces différents secteurs, toutes ces sociétés ont des bonnes pratiques auprès de leurs salariés et c'est ça qui fait qu'on les a réunis au sein de ce fonds. En termes de performance, pour finir sur ce fonds, parce que c'est quand même important, sur la slide suivante, vous allez voir la performance depuis la création du fonds en 2015. Vous voyez, on est à quasiment 64%, alors que l'indice, c'est-à-dire la moyenne des sociétés européennes sur la même période, ne fait que 42. Donc, on a réussi à générer une surperformance significative. On a été moins risqué que l'indice. Je ne vais pas être trop technique, mais la volatilité du fonds est inférieure à celle de l'indice. Et en plus, on est sur un fonds labellisé ISR. On a créé cet enrichissement pour nos investisseurs sans avoir de scrupules. Cet enrichissement a été réalisé en investissant dans des sociétés qui font attention au bien-être au travail de leurs salariés. Donc, on est loin de pratiques des fois un petit peu très, très limites qu'on a pu voir sur Nike ou autres, sur des travails des enfants en Chine ou autre. Donc, voilà, une thématique dans laquelle on croit beaucoup, qui vient depuis 5 ans et même l'année dernière d'avoir d'excellentes performances et qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. C'est une thématique donc sur le social en lequel on croit beaucoup. On partage aussi la croyance que l'environnement est une thématique à jouer pour les prochaines années et je laisse le soin à Dimitri de vous en parler. Olivier, si je peux me permettre, dans ton fonds Happy at Work, est-ce que dans l'absolu, on pourrait trouver une société qui pollue énormément? Non. On pourrait trouver une société qui aurait été exclue du fonds environnement, qui aurait des critères plus restrictifs, mais on ne pourrait pas trouver le roi des pollueurs malgré tout, parce que évidemment, dans le fonds Sycomore Happy at Work, on va mettre l'accent sur donc ce fameux critère S, sur le social. On va être très exigeant sur ce critère-là, mais bien évidemment, on va quand même regarder le critère de la gouvernance et le critère de l'environnement, où on va dire qu'il faut à minima être à la moyenne sur ces autres indicateurs pour pouvoir être investissable. Sinon, on va exclure. Merci.
Alors, je vais passer effectivement à l'environnement, puisque chez Mirova, je dirais que ça fait un peu plus de 15 ans maintenant qu'on s'intéresse à ce thème, alors que bon, il y a 10-15 ans, effectivement, les investisseurs n'étaient pas très réceptifs, réactifs par rapport à ce thème-là. Nous, on est persuadés que même avant la crise, hein, avant la pandémie du Covid, que l'enjeu de l'environnement était là, était relativement important, certainement exacerbé par ce qu'on a tous vécu. Mais on est persuadé qu'il y a deux révolutions qu'il faut arriver à mettre en musique en gestion d'actifs, qu'il faut arriver à matérialiser dans des investissements au sein d'allocations d'actifs. C'est la révolution digitale et numérique, dont je parlerai peut-être avec plaisir une autre fois, et la révolution de l'environnement, parce que tout simplement, effectivement, j'ai intitulé cette slide « Voyage au centre de la Terre », mais c'est un peu ça. On n'a qu'une seule planète, il faut arriver à la protéger. Et ça, c'est une prise de conscience que l'on a tous, hein, que l'on soit finalement investisseurs, gérants, analystes, professionnels du conseil. Je pense qu'à tous les niveaux sociaux également, on a conscience de ça. On a conscience qu'il faut sécuriser les ressources. Au-delà de les sécuriser, certainement les protéger. Quand on pense et quand on parle de ressources, souvent, c'est l'eau qui arrive en premier. Quand on voit qu'effectivement, pour faire une bouteille d'eau d'1,5 litre, donc de l'eau packagée, hein, de l'eau en tant que ressource, il va falloir 3 litres d'eau réelle entre le plastique, le bouchon, l'encre et l'étiquette. Pour faire 1 kilo de tomates, il va falloir 185 litres d'eau. Pour faire une brique de lait, il va falloir 1100 litres d'eau. Donc effectivement, ce sont des chiffres qui sont assez alarmants et qui vont, en tout cas, qu'on va arriver à matérialiser au sein de cet enjeu, de cette révolution environnementale. Forcément, le climat. Alors nous, on a fait le choix de ne pas avoir un fonds climat, mais plutôt d'être global et de l'intégrer à cette stratégie environnementale, parce que là aussi, c'est un constat, et on en a tous pris, je pense, une grande expérience, avec notamment des feux de forêt, des sécheresses, des pénuries d'eau, j'en ai parlé, mais également des ouragans, des pluies diluviennes. Voilà, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne se sont pas passées il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Donc clairement, le monde est en train de changer et il faut arriver à monter dans ce train qui passe. Il faut arriver vraiment à matérialiser ça, à réinjecter ça dans l'économie circulaire, dans l'économie réelle, en investissant dans des sociétés qui vont participer à cela. Et si on regarde la prochaine slide, alors elle est assez basique, mais finalement, je l'aime beaucoup, parce que oui, le citoyen, c'est nous, en tant que personne physique, c'est nous, les épargnants. On voit bien que ces 3, 5, 10 dernières années, nos modes de consommation ont changé. On voit bien qu'on n'organise pas typiquement la gestion et le recyclage des déchets de la même façon. On voit bien qu'on a des maisons qui tendent à devenir intelligentes, avec des grosses aides, des gros stimulus, je dirais, fiscaux, notamment avec quelque chose qui est très bien qui s'appelle ma prime rénov'. On voit bien que le monde dans lequel on bouge et notre façon de nous véhiculer, par exemple, change également avec beaucoup d'électrification, j'y reviendrai, et notamment la filière hydrogène. On voit que dans le monde de l'entreprise, dans tout ce qui va concerner la communication, le marketing, que ce soit des petites entreprises, mais surtout aujourd'hui ce qu'on appelle des mid-cap, des entreprises de taille moyenne et des grandes sociétés, c'est cette thématique de l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde veut montrer qu'il fabrique ses produits d'une certaine façon, d'une façon verte. Tout le monde veut les distribuer en respect avec l'environnement. On voit qu'en Europe, les choses bougent beaucoup. On voit également des gros institutionnels, voire industriels, comme Samsung, comme Sony au Japon, qui font même bouger les choses en forçant un peu la main au gouvernement pour aller sur une neutralité carbone en 2050. Et puis, on voit finalement que la finance, de par les institutions, les gouvernements, les banques centrales, je pense que l'élection de Biden en est un super exemple. Biden avait dit, si je suis élu, je réintègre les accords de Paris sur le climat, chose qui est faite. Le plan de Biden, c'est quand même 10 000 milliards de dollars en faveur de l'écologie aux US. Lui ne parle même plus de 2050, il parle de 2035. Il veut atteindre la neutralité carbone sur les segments notamment de la mobilité et de l'énergie en 2035. On voit la Commission européenne avec vous avez dû entendre parler du Green Deal, du New Green Deal de la Commission européenne, qui pareil va injecter 10 000 milliards d'euros en faveur de la mobilité, en faveur de la construction et en faveur des énergies renouvelables.
Pareil au niveau français, avec un plan, je crois le chiffre, c'est 30 milliards d'euros en faveur de l'écologie et de la transition énergétique en France, notamment avec des dispositifs comme MaPrimeRénov'. Donc, voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est que le monde change. Et aujourd'hui, il faut arriver à le traduire au sein d'une allocation d'actifs. Il faut arriver à investir dans des sociétés qui, en plus, quand on regarde et qu'on se projette à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, et c'est le cas ces 3 dernières années, sur certains fonds, ceux d'Olivier et le mien, c'est même vrai sur un track plus long, hein, sur 5 ans, voire même sur 8 ans, ces fonds-là vont faire plus de performance que des fonds classiques. Donc, c'est finalement un monde très financier, de performance financière, où le seul métrique est la perf, et un monde plus durable, plus social, plus responsable, plus environnemental, qui se rencontrent pour donner un investissement, je dirais, plus vert, plus intelligent, qui génère de la performance. Donc, le fonds dont je vous parle, il s'appelle Mirova Europe Environmental Equity, et c'est vraiment ce qu'on voit à l'image. Hein. On va surfer, et je vais vous donner quelques exemples de sociétés. Forcément, on va surfer sur le mix énergétique. Aujourd'hui, le mix énergétique, il y a seulement, aujourd'hui, la production mondiale d'énergie, seulement 10% hors nucléaire, hors fossile, hors pétrole. Ça veut dire que 90% aujourd'hui de l'énergie est produite avec du nucléaire, du pétrole et tout simplement de l'énergie fossile. Ça, c'est aujourd'hui. En 2050, ce mix énergétique, il va bouger de 10% à 40%. Ça veut dire qu'en moins de 30 ans, les sociétés qui vont travailler dans l'éolien, qu'ils soient sur terre, onshore ou offshore, des sociétés qui vont faire du solaire, des sociétés qui vont fabriquer de l'énergie avec de l'eau, des barrages hydroélectriques par exemple, forcément vont se développer et vont être profitables, vont être rentables. Je pense notamment également à tout ce qui va être les bâtiments verts. Les bâtiments verts avec certainement de nouvelles normes environnementales, de nouvelles façons de construire, des moyens effectivement de se véhiculer. Donc là, on touche au transport qui seront différents. Même l'utilisation des terres. Hein. On parlait de protection des ressources. Aujourd'hui, on est capable de mettre on a une société en portefeuille qui s'appelle Trimble. On est capable de placer des petites capsules dans la terre pour interconnecter notamment les parcelles et envoyer de l'arrosage intelligent. Pendant des années, on a irrigué les parcelles pour les fertiliser. Dans les années 70-80, on a envoyé ce qu'on appelle de l'arrosage industriel, qui n'était même pas efficient pour faire pousser telle ou telle culture. Depuis quelques années, on sait, avec ces petites capsules qui amènent de l'intelligence artificielle, qui amènent des données sur le sol et sur la météo, on est tout simplement capable de protéger cette ressource en eau pour pouvoir amener ce qu'il faut pour faire pousser, par exemple, des céréales ou pour faire pousser effectivement des fruits aux légumes. Donc, ce domaine-là je dirais de la thématique environnementale, il est quand même, vous vous en doutez, très corrélé à ce qu'on appelle l'innovation. On le voit à la prochaine slide, c'est même plutôt, je dirais, de l'innovation technologique. Hein. Je parlais tout à l'heure de éolien, on est fan chez Mirova d'éolien, plutôt d'éolien offshore d'ailleurs, où les coûts de production ont sensiblement chuté. On a par exemple en portefeuille une société qui s'appelle Vestas, qui est danoise, qui est l'un des leaders européens notamment, de tout ce qui va être turbine éolienne et de gestion de parcs éoliens. Ce sont vraiment des bijoux technologiques. Le plus grand en Europe, il est en mer d'Irlande, au Royaume-Uni, par exemple. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 9000 MW. Donc, 9000 MW, ça permet d'alimenter une ville de 4 millions de personnes pendant une année. Tout ça avec de l'air en pleine mer. Effectivement, on regarde parce qu'on pense que c'est vraiment l'avenir. Le solaire également, hein, on a une très belle société espagnole qui s'appelle Solaria. Le solaire pendant des années. Et puis, on s'est rendu compte que des coûts de production et puis certainement aussi le stockage de l'énergie, la transformation de l'énergie produite y a été pour quelque chose. Parce qu'avant, et ce qui n'était pas forcément rentable, c'est vrai aussi pour l'éolien, c'était la proximité avec la source de production. Il fallait trouver des circuits très courts où on produisait et il fallait consommer cette électricité tout de suite et assez proche. Maintenant, avec notamment l'hydrogène, on est non seulement capable de produire à moindre coût, mais on est surtout capable de transformer l'électricité, l'énergie produite dans une autre source finalement d'énergie qu'est l'hydrogène, de la transporter, de la stocker
et de la réutiliser quelque part. Et ça, finalement, c'est aussi une excellente, je dirais, transition vers cette filière hydrogène que l'on affectionne avec des sociétés comme Alstom, par exemple, comme Air Liquide. D'ailleurs, Alstom et Air Liquide se combinent bien. Il faut savoir que dans le département, par exemple, de Rhône-Alpes, le Conseil général de Rhône-Alpes, ça y est, l'a voté, ça sera actif. En 2023, tous les TER de Rhône-Alpes fonctionneront sur des locomotives Alstom qui elles-mêmes fonctionneront avec des moteurs hydrogène. Il y a un gros projet qui va remplacer les moteurs diesel par des moteurs hydrogène. Ça, c'est le sens de l'histoire. On voit même des boîtes qu'on n'a pas en portefeuille parce que là, clairement, ça ne passe pas nos filtres ESG et les filtres dont je parlais tout à l'heure. Une boîte comme Airbus travaille et a déjà breveté des systèmes qui permettent certainement à des consommateurs finaux comme vous et moi de voler dans 10 ans sur des avions qui ne feront pas de bruit et qui fonctionneront à l'hydrogène. Donc ça va vite, c'est vraiment remarquable. Si on va à la prochaine slide, je voulais aussi vous parler on en parle souvent de la construction, puisque chez Mirova, c'est à peu près une 15% du fonds. On a été capable de travailler aussi sur une sorte d'économie circulaire et de combiner l'industrie et la construction. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on construit de plus en plus. Il y a une force primaire qui est quand même remarquable sur la construction, c'est la démographie. Pour ceux qui connaissent le Stade de France, il y a 3 stades de France qui arrivent sur la planète tous les jours dans le monde. Donc forcément, la construction ne va pas s'arrêter, sauf qu'on ne construit plus avec les matériaux d'il y a 5, 10, 15 ans, et on ne construit plus de la même façon. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la haute qualité environnementale, et on veut des matériaux qui sont un peu plus issus de l'industrie et des matériaux recyclés. On a une pépite qui s'appelle Hoffman Green Cement. J'en suis fier, on peut lancer un cocorico parce que c'est une boîte nantaise qui est un des leaders bientôt mondiaux de la production de ciment vert. En fait, le ciment, c'est une des industries qui pollue le plus au monde. Ils ont breveté un système de fabrication de ciment à froid sans clinker, parce que le clinker est finalement le premier matériel pour la production de ciment, qui va émettre 5 fois moins de gaz à effet de serre, 5 fois moins de CO2 dans l'air, et tout simplement qui va se servir de résidus de déchets notamment industriels, notamment quand on détruit, on va extraire de la matière et on va s'en servir pour fabriquer ce ciment vert. Cette boîte-là, elle a un parcours boursier assez hallucinant. On a participé il y a 2 ans à son introduction en bourse. Et c'est clairement avec des valeurs comme ça qu'on passe tous nos filtres ESG. Alors là, on parle vraiment du E et de l'environnement et qu'on arrive à coller à cet univers thématique de l'environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, chez Mirova, on fait les choses bien. On a des analystes spécialisés dans chaque secteur, dans chaque industrie qui créent de la donnée, qui nous permettent d'aller acheter des sociétés. Finalement, dans ce fonds-là, c'est une 50aine de sociétés, donc c'est un fonds qui est assez pur. Et si on va sur la prochaine slide, on voit qu'effectivement, on va être capable non seulement de faire de la performance sur cette stratégie en plus qui est européenne, qui est PEable, on va générer de la performance par rapport à l'indice auquel on se compare. Mais quand on regarde, que ça soit depuis la création ou en annualisé, on va être capable de doubler, voire de tripler certains actifs quasiment sans risque, donc très peu volatiles, avec une performance annualisée qui va être supérieure à 5%. Donc 5%, ça peut ne pas paraître énorme, mais sur un horizon de placement à 8, 10, voire même 15 ans sur des horizons beaucoup plus retraite, c'est redoutable et ça permet notamment de participer à cette transition, à cette révolution qui est cette révolution énergétique et écologique. Voilà, j'ai été un petit peu bavard, mais c'est passionnant. Merci beaucoup Dimitri, merci beaucoup Olivier. Alors, on a eu 2 questions, notamment voilà, sur le chat. La première est la suivante. Est-ce que pour vous, les entreprises, bon, on en a parlé bien sûr, qui adoptent une approche effectivement durable, vont-elles sortir plus fortes de ce contexte actuel et puis surtout dans les années à venir ?
Je veux bien prendre la question, Nicolas. Déjà, on voit qu'elles ont plutôt bien passé la crise, hein, puisque là, il y a eu des statistiques qui sont sorties sur l'ensemble des fonds ISR. Ils ont plutôt eu de meilleures performances sur l'année 2020 que les fonds traditionnels. Et puis on le voit notamment sur le critère qu'a développé Dimitri sur l'environnement. L'économie verte a très très bien fonctionné en 2020 avec d'excellentes performances. On a tous les deux avec Dimitri des fonds qui ont fait plus de 25% sur l'année 2020 sur ce critère environnement. Et puis, enfin, moi, je suis convaincu que c'est une tendance de long terme qui va continuer. Dimitri l'a très très bien expliqué. Donc ça, c'est pour l'environnement. Mais même au-delà de l'environnement, je crois que toutes les thématiques de développement durable sont des thématiques aujourd'hui qui sont un petit peu à la mode, pardon pour ce terme, mais dans l'esprit des investisseurs ou même du grand public. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'un monde meilleur, et pas que au niveau environnemental, aussi sur les conditions de travail, aussi sur la gouvernance. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aussi du grand public. Et aujourd'hui, de plus en plus, hein, les investisseurs veulent donner du sens à leur performance, veulent œuvrer pour une finance utile. Et de plus en plus, je pense que la gestion socialement responsable va avoir des adeptes et va générer de la performance. Et évidemment, les entreprises qui ont compris ça et qui adopteront un comportement citoyen trouveront des investisseurs, se développeront et prendront aussi les bons changements de paradigme au niveau des changements de société et généreront des bénéfices. Et inversement, les entreprises au comportement peut-être pas délictueux, mais on va dire au comportement néfaste, de toute façon ne trouveront plus de sources de financement parce que aujourd'hui la gestion ISR se développe de plus en plus. Et puis finalement, elles vont péricliter et en tout cas auront des performances boursières beaucoup moindres. En tout cas, chez Sycomore, on est vraiment convaincu que les thématiques ISR auront de très bonnes performances dans les années à venir. Peut-être pour compléter les propos d'Olivier, alors, n'en prenez pas ombrage tous les deux, surtout. Hein, je vais citer BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire au monde, qui doit dépasser je ne sais même plus les chiffres, mais les centaines de milliards ou les milliers de milliards de gestion, et répète à qui veut bien l'entendre que tous ses clients, donc les grands fonds de pension, caisses de retraite, lui demandent maintenant d'investir sur les thématiques ISR et ESG. Et là, lorsque vous avez des centaines de milliards qui se dirigent vers cette thématique, il vaut mieux être, entre guillemets, suiveur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Olivier. Merci à tous les deux. J'ai une autre question pour Dimitri, qui est, voilà, on a évoqué le S de social et puis le E d'environnement. Est-ce que tu peux aborder un peu le thème de la gouvernance et peut-être aussi dans les relations que vous avez avec les entreprises, comment vous procédez pour influencer finalement le comportement des entreprises dans le domaine effectivement de l'ISR et de l'investissement durable? Bien sûr, alors effectivement, la gouvernance, pareil, ce sont des critères assez récents, puisque pendant énormément d'années, on regardait des critères financiers, des critères financiers qui peuvent être relativement complexes, et puis on investissait dans des sociétés sans regarder, sans avoir fait réellement ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du stock picking, c'est-à-dire être allé rencontrer vraiment de façon formelle les personnes qui gèrent, donc qui gouvernent l'entreprise. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est tout ce qui va être notamment recherche et développement. On fait très attention à la rupture, aux ruptures techniques, aux ruptures aussi liées à l'innovation. Je prends souvent deux exemples, mais que tout le monde connaît et qui sont assez factuels. Hein, c'est Nokia et Kodak. Nokia et Kodak ont eu des super parcours boursiers. Beaucoup de gérants les avaient mis dans leurs fonds. Bon, il y a un moment, ce sont des boîtes qui structurellement se sont, excusez-moi d'être familier, mais se sont plantées. Kodak a loupé tout simplement le virage du digital. Et puis Nokia s'est dit, oui, on continue à faire des clapets, on ne fait pas de tactile parce qu'on pense que ça arrivera dans 10 ans, sauf que c'est arrivé dans 2 ans. Donc ces boîtes-là ont loupé complètement ce virage du digital et du numérique. Donc ça, c'est assez factuel. Donc allez voir ce que font les services R&D d'un point de vue innovation technologique. C'est super pour aller
chercher des opportunités, mais surtout pour identifier certains risques. Et puis ensuite, on va aussi voir la gouvernance plus directe, donc le top management. Là, pareil, je vais être assez factuel, puisque c'était des valeurs en plus qu'on n'avait pas en portefeuille avec Olivier, que ce soit chez Mirova ou Sycomore, mais parce qu'on a des filtres et on fait partie des filtres ESG les plus, je dirais, les plus costauds et les plus identifiés du marché. Ce sont des sociétés comme Wirecard, des sociétés comme Volkswagen, par exemple. Pareil, si vous regardez les chiffres, ces sociétés-là, vous les achetez sans aucun problème parce qu'elles ont d'excellents rapports financiers. Et puis surtout, elles sont assises sur des business models, des business plans et des perspectives qui sont ultra satisfaisantes. Sauf que, voilà, quand on a des alertes, quand on a des capitaux qui disparaissent, quand on a des fraudes fiscales, quand on a des fraudes pour Volkswagen, c'était effectivement plutôt lié à la technicité et lié aussi à l'innovation. Plus récemment, vous avez dû entendre parler d'une société comme Solution 30. Pareil, c'est des boîtes qui perdent 70% quasiment du jour au lendemain. Bon, bizarrement, ces boîtes-là, on ne les avait pas. Et qu'est-ce qui a permis de ne pas les avoir? C'est ce filtre ESG. Et c'est ce G, c'est la gouvernance qui nous a permis d'identifier des failles. Et surtout, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est aujourd'hui, notre force en tant que professionnel, et vous en tant que conseil, j'ai envie de dire, c'est tout simplement d'arriver à combiner des critères financiers. Donc, est-ce que la société a des perspectives? Est-ce que la société, de par ses ratios, est intéressante à acheter, mais combinée avec des critères extra-financiers? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des critères extra-financiers comme l'environnement, comme toute l'approche sociétale de l'entreprise, et on l'a vu avec les exemples que j'ai cités, la gouvernance, nous permettent d'arriver, je n'ai pas envie de dire au meilleur des deux mondes, mais nous permettent quand même de passer au-delà d'énormément de risques et surtout nous amènent sur de vraies perspectives structurelles, de vraies tendances de long terme, je dirais, qui sont souvent liées en plus au mode de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder comment l'épargnant, comment le consommateur final consomme. Mais cette combinaison nous permet tout simplement de faire rencontrer de la profitabilité, de la performance financière avec certainement un monde meilleur, avec une finance qui a un rôle à jouer, une finance plus durable et plus verte. Je pense que le mot de la fin, vert, c'est plutôt de bon augure. Merci beaucoup Dimitri, d'autant plus que voilà, sur une dernière question qui te concerne et qui concerne un peu plus Mirova, voilà, on a quelqu'un qui aimerait savoir s'il est possible d'avoir la liste des valeurs qui sont dans le fond. Voilà, tout simplement. Alors bien, avec grand plaisir, effectivement, on communique avec les conseillers en gestion de fortune ou les conseillers en gestion de patrimoine. Donc on pourra bien évidemment vous faire passer la liste des valeurs, et puis sans aucun problème, vous pourrez la consulter. Merci beaucoup Dimitri, merci à tous les deux. Voilà, on est dans un timing qui est à peu près respecté, on a pris un peu plus de temps. Nous allons vous soumettre un sondage, comme je l'ai évoqué effectivement avec vous tout à l'heure, qui est pour nous surtout de nous aider à organiser effectivement des manifestations de cette nature, que ça soit sur effectivement les bons moments dans la semaine, les thèmes qu'on pourrait aborder aussi sur d'autres manifestations. Si vous pouvez prendre une petite minute pour y répondre, en vous remerciant d'avance. Et je laisserai Christophe conclure cette réunion par la suite. Nicolas, le sondage apparaît bien sur ton Oui. écran? Okay, oui. Oui. N'hésitez pas, les réponses sont anonymes. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en plus. Pour l'instant, vous faites un sans faute, messieurs, sur le sujet. Il est pertinent.
laisser encore quelques temps, parce on va bientôt avoir pas un 100%, mais pas mal de réponses. Et encore quelques secondes. Encore 5 secondes et je mets fin au vote. Parfait. Écoutez, nous tenons, toute l'équipe CG Finance, à vous remercier pour votre participation ce soir à notre webinaire. On va bien prendre note du vote pour les prochains thèmes, horaires et jours de la semaine. Et nous souhaitons également qu'une chose, c'est de pouvoir enfin à nouveau organiser, non pas un webinaire, mais une vraie réunion avec un cocktail à la fin et passer un bon moment. Merci à tous, très bonne soirée plutôt, il est 19h30, très bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.